Toujours désolé de vous mettre levé. Dernier test. Bien. Louise Arsenater, le jury est prêt à vous écouter pour la présentation de vos travaux pour 45 minutes. Donc, sur une thèse qui a pour objet le titre des impayés. Donc je vous laisse commencer. Merci d'être nombreux du jury. Juste avant, pour être notaire, donc nous sommes retransmis en direct pour l'Australie, pour Jérémy Dautraire qui n'a pas pu être présent. Si une personne est dérangée par le fait d'être filmée, je peux enlever les caméras. C'est le souhait du membre du jury. Et sinon, voilà, on est parti. Donc, je suis ici pour vous présenter mes résultats dans le cadre de ma thèse, qui s'intitule L'étude de l'évolution hydromécanique d'un carbonate après altération chimique et l'application des méthodes de mesure de champ multi-échelle par corrélation d'images 2D et 3D. Cette thèse est le fruit de la collaboration entre 3 laboratoires, le laboratoire de mécanique du solide à l'école polytechnique, de l'IFPEN et du laboratoire NAVD à l'école des ponts. J'ai été encadré dans ce travail par le docteur Jérémy Dautraire, qui était alors à l'IFPEN et qui est maintenant aussi à SAIRO, du docteur Jean Raffanel, du docteur Alexandre Dimanov et du docteur Michel Bonner, qui sont à l'école polytechnique et à l'école des ponts pour le docteur Michel Borner. Le plan de la présentation sera le suivant. Je commencerai par une introduction générale présentant le cadre de la thèse, puis je vous présenterai mon matériau d'étude, les méthodes d'analyse et le protocole d'altération que nous avons suivi, puis les évolutions des propriétés pétrophysiques et d'écoulement après l'altération de notre roche. Puis enfin, nous réaliserons les caractérisations mécaniques à l'échelle macroscopique de notre roche, nous présenterons les méthodes de corrélation d'images en 2 dimensions et en 3 dimensions, et nous nous attacherons à présenter les résultats obtenus à l'aide de ces méthodes. Enfin, je terminerai par des conclusions et des perspectives à ce travail. Le contexte industriel. Le dernier rapport du GIEC rend incontestable l'impact anthropique de l'émission des gaz à effet de serre dans notre monde et ses conséquences sur le réchauffement climatique et les changements climatiques. Plusieurs solutions sont proposées pour diminuer cette quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère, la principale étant le stockage géologique du CO2 directement en amont de la production par les industries dans le sous-sol. 3 méthodes sont là encore développées. La première, la méthode qui permet le stockage dans les veines de charbon non exploitées par absorption du CO2 à la place du méthane. Dans les gisements de pétrole en fin d'exploitation afin d'améliorer les rendements, mais aussi de stocker le CO2 à l'aide de tout ce qui est déjà en place pour la production. Et enfin, dans les aquifères salins profonds, qui sont en fait les cibles privilégiées dans le cadre de cette thèse, mais aussi dans le domaine industriel, puisqu'elles représentent les plus grandes quantités potentielles de stockage, et elles sont aussi les plus proches des lieux d'émission du CO2. Dans ce cadre, le bassin de Paris est particulièrement étudié.
et des sites pilotes sont déjà mis en place. Le souci que l'on a lors de cette technique de stockage du CO2 est que la dissolution du CO2 dans la saumure en place dans les aquifères salins profonds va provoquer une diminution du pH qui peut provoquer une dissolution de la roche si elle est carbonatée. Cette dissolution peut entraîner des modifications du comportement hydromécanique de la roche et altérer ses propriétés réservoirs. Nous allons donc ici chercher à comprendre et prédire l'évolution de ces propriétés dans les roches réservoirs carbonatées en conditions diffusives afin d'obtenir des lois constitutives pour la gestion des sites de stockage. Des travaux antérieurs ont été menés qui ont traité de l'injectivité proche puits. Les travaux d'entrée d'étale que je vais vous développer ici, menés en 2007, ont étudié, en fonction de la réactivité du fluide et de la distance au puits d'injection, ce que l'on observe comme mécanisme en zone de puits. Donc en mécanisme en zone proche puits, nous avons une zone qui est quasi saturée en CO2 gazeux, qui va principalement être dominée par des phénomènes de drainage. Lorsque l'on s'éloigne du puits d'injection, on va rentrer dans une zone à réactivité hétérogène où le pH est contrôlé par la pression en CO2 et la vitesse du fluide. On observe à ces endroits-là des phénomènes de dissolution hétérogène et des figures de type wormhole. Nous entrons ensuite dans une zone dite de réactivité homogène, où notre saumure commence à s'équilibrer avec le CO2 et va présenter une vitesse très affaiblie. Et donc ce sont les processus diffusifs moléculaires qui vont entraîner la dissolution de notre roche et qui se fera donc de façon homogène. Enfin, la zone lointaine où tout arrive à l'équilibre et on peut observer des précipitations de carbonate. En laboratoire maintenant, ces différentes zones peuvent être synthétisées et peuvent être mimées en laboratoire. Par exemple ici, pour les zones proches du puits d'injection, les travaux de Pesson et al. Ont montré la présence de précipitations de sel en zone proche puits lors d'un drainage par du CO2 gazeux. Lorsque l'on s'éloigne ensuite dans les zones à réactivité dite hétérogène, nous allons réaliser en laboratoire des expériences avec du couplage CO2-saumure ou l'utilisation d'acides forts. Et nous allons coupler ceci à une vitesse de fluide forte à l'aide de pompes en laboratoire. Ceci va entraîner deux figures d'altération que l'on peut observer. Les déformations dites, les dissolutions compactes dans le cas d'une vitesse de fluide fort et d'une réactivité élevée, et des figures de type wormhole pour des vitesses de fluide élevées et des réactivités élevées, comme l'ont montré par exemple les travaux de Bazin et al. En 2001. La zone de réactivité homogène est plus compliquée à réaliser en laboratoire, puisqu'il nous faut des vitesses de fluide fortes tout en conservant une réactivité de notre fluide que l'on injecte pour acidifier la roche. À ces fins, un protocole a été mis en place par Egerman et al. En 2006, permettant de réaliser des altérations homogènes, permettant de conserver les hétérogénéités locales des échantillons. C'est ce protocole, basé sur l'utilisation d'un acide retard thermiquement activé, que nous allons utiliser dans le cadre de cette thèse. Ce protocole a été utilisé dans des études antérieures. Je vais prendre ici l'exemple de Bemer et Lombard 2009, qui ont présenté, d'un point de vue des propriétés mécaniques de la roche, deux résultats majeurs. La première est la diminution des seuils à la rupture des roches, ici représentées par les triangles noirs pour les roches saines et les triangles blancs pour les roches altérées. De plus, ils ont calculé les modules élastiques des roches et ont obtenu que le module d'incompressibilité diminuait avec l'augmentation de la porosité induite par l'altération, mais mieux encore, l'évaluation du module de cisaillement a permis de montrer en évidence que par rapport à un modèle phénoménologique pour lequel il était possible de prédire cette évolution du module en fonction de la porosité d'un carbonate donné, les matériaux altérés chimiquement sortaient de cette tendance. Il faut donc chercher à cette anomalie et cette sortie de la tendance classique induite par l'augmentation de la porosité des carbonates un contrôle par la microstructure. Afin d'obtenir cette information sur le contrôle par la microstructure de cette propriété, il est nécessaire de réaliser une étude multi-échelle. D'autres analyses sur des géomatériaux sains ont été menées dans le temps et ont présenté des modes de déformation à la rupture des roches. Ici, j'ai pris le cas des études de Fortin et al. En 2005, réalisées sur des grès de Bleuswiller, qui présentent pour différents états de confinement ce que l'on observe en sortie de cellules comme type d'accommodation à la rupture des échantillons. On observe que l'on passe de bandes de cisaillement classiques à des bandes de compaction bien visibles par ces bandes blanches horizontales dans l'échantillon.
Plus récemment, des études menées sur des carbonates ont montré qu'il était possible d'observer ce genre de bandes sur des carbonates, mais qui sont bien plus difficiles à observer que sur un grès. À une échelle plus fine, on a pu voir ici dans un calcaire d'Indiana, dans une compilation menée par Longlebo en 2012, des exemples d'effondrement de pores et de fractures Edsen associées à la rupture. Il va maintenant être nécessaire d'obtenir une méthode qui va nous permettre d'observer la localisation de ces mécanismes précédant la rupture à une échelle fine. À cette fin, nous avons développé une méthode d'analyse qui va nous coupler les propriétés d'écoulement et leur évolution avec l'altération de notre roche, mais aussi les propriétés mécaniques. Nous irons pour cela étudier la roche à une échelle dite macroscopique jusqu'à une échelle microscopique, et nous étudierons les propriétés pétrophysiques, les propriétés mécaniques et la microstructure de notre roche à ces différentes échelles. Les données que nous étudierons à l'échelle macroscopique pour les propriétés pétrophysiques seront la porosité et la perméabilité à la saumure, et en descendant dans les échelles pour définir notre réseau poreux, l'injection de mercure haute pression et la résonance magnétique nucléaire. Les propriétés mécaniques à l'échelle macroscopique seront faites à l'aide d'essais triaxiaux classiques à plusieurs états de confinement, et nous avons couplé ces méthodes mécaniques à des observations in situ du matériau au cours d'une sollicitation mécanique, et ce, aux trois échelles. À l'échelle macroscopique, nous avons utilisé la méthode dite optique, qui nous permettra d'obtenir l'image de la surface d'un échantillon au cours de son chargement. Et de l'échelle mésoscopique à microscopique, en 2 dimensions, nous utiliserons l'image MEB couplée à des essais uniaxiaux. Et enfin, la nouveauté, en 3 dimensions, à l'aide d'un microtomographe et d'une microcellule permettant l'application des conditions triaxiales de notre roche et l'imagerie d'un volume au cours du chargement. Enfin, la microstructure de la roche sera étudiée à l'aide d'un scanner médical pour les échelles macro à mésoscopiques, et nous descendrons dans les échelles à l'aide des lames minces et du MEB pour les 2 dimensions, et en 3 dimensions à l'aide du microscanner. Le matériau d'étude que nous avons utilisé dans ce travail de thèse a été le calcaire de Lavaux que nous avons sélectionné puisqu'il avait déjà été utilisé dans des études antérieures et avait montré une bonne reproductibilité mécanique, et qu'il présente une microstructure simple. Ce calcaire de Lavaux se trouve dans le sol du Poitou, qui est entre le massif, le bassin parisien et le bassin d'Aquitain, et coincé entre le massif armoricain et le massif central. Ce qui fait qu'au Jurassique, cette zone était une zone de faible profondeur, caractérisée par des dépôts de type récifaux. Lorsque l'on réalise l'intrinsèque le long de cette coupe sud-ouest-nord-est, on observe que la couche du Dogger, qui est la couche dans laquelle on peut trouver le Lavaux, est affleurant, et nous avons pu nous en procurer en carrière. Lorsque nous en sommes procurés en carrière, nous avons rapidement observé la différence entre 2 blocs obtenus. Le premier bloc que nous appellerons le Lavaux gros grain et le second bloc que nous appellerons le Lavaux grain fin. Ces 2 blocs présentent des caractéristiques microstructurales différentes. Le Lavaux gros grain présente de nombreux gros zoolites, que vous voyez ici par leur structure interne, qui sont microporeuses, des plages syntaxiales de ciment syntaxial rares, mais cependant présentes, ici en blanc, mais peu présentes. Et enfin, une calcite de blocage que l'on peut observer en liseré dans la macroporosité. Le Lavaux grain fin présente peu de grosses zoolites qui sont remplacées par des petites particules sphériques que l'on appelle des pellets, qui sont elles aussi microporeuses. La macroporosité est beaucoup moins présente, et on remarque qu'il y a énormément de plages de ciment syntaxial, certainement provoquées par la présence plus importante de bioclastes de type échinoderme, induisant la précipitation de ces ciments. Cette microstructure, et notamment le liseré dont je vous ai parlé de calcite de blocage que nous observons dans le Lavaux gros grain, est précisée à l'aide du microtomographe, où ce liseré dans la macroporosité est bien mieux visible, tandis que les particules, les grains sont beaucoup plus lisses pour le Lavaux grain fin, et l'on retrouve ce que nous avons décrit comme microstructure. Nous avons, à partir de ces images, pu obtenir une évaluation de la quantité relative entre la macroporosité et la microporosité de notre roche, à partir de sa porosité totale, obtenue là encore par une méthode de microtomographie. Nous avons pu ainsi estimer que pour le Lavaux gros grain, nous avions une proportion de 40% de macroporosité et de 60% de microporosité, et au Lavaux grain fin, 55% de macroporosité et 45% de microporosité. Ces données ont été confrontées maintenant aux données de porosimétrie mercure. Le principe de la porosimétrie mercure repose dans l'injection par seuil de pression de mercure, de fluide non mouillant de mercure dans une roche, qui nous permet d'obtenir pour chaque valeur de pression un diamètre équivalent.
On voit ainsi que la répartition entre les macro-seuils d'entrée de port pour les deux types de calcaire sont à peu près dans les mêmes proportions que nous avons pu déduire du microtomographe, c'est-à-dire aux alentours de 40% pour la macroporosité et aux alentours de 60% pour la microporosité. On retrouve ici parfaitement ces deux familles. Ici, les macro-seuils d'entrée de port qui sont plus gros pour le lavou gros grain et plus étalés, entre 3 et jusqu'à 70 micromètres, tandis que pour le lavou grain fin, la famille est beaucoup plus réduite et condensée entre 3 et 10 micromètres. La famille de micropores est relativement similaire pour les deux calcaires. Cette méthode nous permet de faire une évaluation de la perméabilité de notre roche, que nous avons confronté là encore à des valeurs faites sur des macro-plugs à l'aide de la mesure à la saumure, et nous avons obtenu des valeurs cohérentes, et le lavou gros grain présente une perméabilité moyenne d'environ 110 millidarcy, et le lavou grain fin d'environ 20 millidarcy. Le facteur 5 de différence entre les deux types de calcaire peut s'expliquer par la cimentation bien plus importante que nous avons observée dans le lavou grain fin. Les méthodes d'analyse que nous avons utilisées maintenant. Tout commence par la sélection des échantillons afin d'assurer une bonne reproductibilité de nos essais mécaniques. Pour cela, nous avons réalisé des profils radiographiques le long d'échantillons de 20 cm en sortie de bloc. Et nous nous sommes fixés comme objectif d'obtenir des sous-échantillonnages d'échantillons de 24% de porosité, plus ou moins 0,5% de porosité. Et une fois ces zones d'intérêt trouvées dans les échantillons, nous avons vérifié qu'il n'y avait pas, microstructurellement parlant, de forte hétérogénéité dans leur sein, de type des gros macropores ou des zones fossilées. Ici, je vous présente le condensé de tous les échantillons que nous avons obtenus pour les essais mécaniques de notre roche, qui sont bien compris entre 23,5 et 24,5% de porosité. Nous allons alors réaliser le protocole d'altération de notre roche. Ici, je vous présente le dessin industriel de notre cellule de lavage permettant le protocole d'altération. On le résumera simplement par, il y a 3 pompes. Une pompe dédiée au circuit de confinement qui va appliquer la pression de confinement de 60 bars permettant de maintenir l'étanchéité de notre roche lors de l'altération. La roche est ici, isolée du fluide de confinement de l'eau par une membrane Viton. Le circuit hydraulique est assuré et contrôlé par cette pompe qui va nous permettre un écoulement bidirectionnel au sein de notre échantillon de la saumure. Et enfin, une pompe pharmacia qui vient s'installer en parallèle de tout cela pour injecter l'acide. Nous pouvons réaliser une mesure de la pression de port de façon continue pendant l'altération de notre roche, mais aussi des mesures de perméabilité à l'aide de ces capteurs de pression différentielle placés en parallèle. Je vous ai présenté ici une simplification de cet ensemble et pour vous présenter l'altération de la roche. Je commence par faire le vide dans l'échantillon, puis saturer en saumure à 5 g/litre notre échantillon. On va ensuite saturer l'échantillon à l'aide de l'acide retard tamponné et à froid. Et nous allons ensuite nettoyer la phase d'entrée de l'échantillon afin d'éviter une accumulation d'acide dans les tubages en amont de l'échantillon. Puis nous isolons totalement l'échantillon et nous montons la température de l'étuve à 60 degrés. Cette augmentation de la température va induire l'activation de l'acide et la dissolution de notre roche. Cette dissolution se traduit par une augmentation de la pression de port pendant l'altération qui atteint un palier et nous estimons que l'altération est finie lorsque ce palier est atteint. On vient alors retirer l'acide résiduel de la roche à l'aide de la saumure que l'on repasse avec 3 volumes poreux de la saumure pour enlever cet acide et l'on récupère les effluents. Il va alors y avoir 2 possibilités dans notre protocole. Soit nous voulons créer des échantillons pour évaluer les évolutions microstructurales et pétrophysiques de notre roche à chaque état d'altération, ou bien nous voulons préparer des échantillons tout en conservant leurs propriétés mécaniques afin de réaliser des essais mécaniques macroscopiques et réaliser des mesures de perméabilité sans altérer les chemins d'écoulement. Dans le cas numéro 1, nous allons retirer l'échantillon tous les cycles voulus d'altération et nous allons découper une petite rondelle dans l'échantillon qui nous servira à un sous-échantillonnage en échantillon fils pour réaliser les mesures RML d'injection injection mercurio-pression, les imageries MEL et les imageries en même masse. Dans le cas où nous voulons réaliser des échantillons pour des essais mécaniques, nous laissons l'échantillon dans l'appareillage et nous réalisons un nombre de cycles jusqu'à arriver au nombre de cycles que nous voulons, dans notre thèse 3 ou 6 cycles. Et nous réalisons à chaque cycle une mesure de perméabilité. Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats obtenus à l'aide de cette méthode.
Donc la première étape a été de valider le protocole sur notre roche et de bien vérifier que nous avions une homogénéité de l'altération. Pour cela, je vous ai présenté ici deux exemples de lavoure au grain et lavoure grain fin, obtenus à l'aide de scanners médicaux qui présentent bien une simple translation verticale des profils avec l'altération et une conservation des hétérogénéités locales. Nous avons donc ici pu valider le protocole pour nos roches. Il a ensuite posé la question de savoir si l'augmentation de porosité était régulière pour une concentration en acide donné. Pour cela, nous avons étudié à chaque niveau d'altération les propriétés de porosité de notre roche et nous les avons mis dans un graphique. Et nous observons, je vais prendre ici principalement l'exemple de l'injection à l'aide de la porosité scanner et de la porosité saumure, et nous voyons que les deux courbes sont parfaitement linéaires et sont parfaitement parallèles. Le petit décalage entre les deux méthodes provient du fait qu'il y a une part de la porosité qui est non connectée et qui ne peut être atteinte par la porosité à la saumure. Je vous ai mis ici à titre indicatif les autres méthodes qui nous ont permis d'évaluer cette augmentation de porosité, mais qui nous indiquent, là encore, une parfaite linéarité de la dissolution et qui nous donne environ 0,4 points unité de porosité en plus pour chaque cycle. Je vous présente maintenant les évolutions microstructurales de notre roche. Donc ici à gauche, je vous ai mis deux images MEB qui permettent de voir la microstructure à l'état sain. Donc ici, on retrouve nos zoolites microporeuses séparées par des macropores dans lesquels on peut retrouver, si on zoome, les calcites de blocage parfaitement rhomboédriques. Et on observe maintenant les mêmes surfaces que ces surfaces rhomboédriques après altération. Et on observe deux types de patterns de dissolution. Le premier est ce type d'observation qui sont des figures de décrochement que l'on attribue à des décrochements entre les grains qui sont initialement les uns sur les autres. La seconde observation que l'on observe, c'est à la surface des grains, on observe des petits trous qui apparaissent et qui sont interprétés comme étant l'initiation de la dissolution à la surface de nos cristaux. À un plus grand nombre d'altérations, ici 13 cycles, on observe à la surface des ciments syntaxiaux une dissolution en forme d'escalier que l'on associe au début de la dissolution selon les plans cristallins de la calcite. Cependant, ces indices de dissolution restent faibles comparativement à la quantité de porosité qui est prise à chaque type d'altération. Il doit donc y avoir une autre partie du matériau qui est dissoute, mais que nous n'arrivons pas à imager, et nous supposons qu'il s'agit de la maîtrise. Les évolutions de la perméabilité. Nous avons observé pour les deux lavous que la perméabilité, contrairement à ce qu'on pourrait penser lorsque l'on réalise une dissolution, la perméabilité n'augmente pas. Elle a des tendances à la diminution et des tendances à avoir un signal de type chaotique en fait. Et ces observations avaient été déjà observées dans les travaux précédents qui avaient supposé l'existence de particules fines mais n'avaient pu les mettre en évidence. Nous avons donc essayé de les mettre en évidence de façon indirecte et directe. Pour cela, nous avons étudié les effluents que nous récupérons en enlevant l'acide à l'aide d'une diffraction au laser. Et nous avons placé la distribution de ces particules en diamètre moyen par rapport au seuil d'entrée de pore moyen de nos roches. Et nous remarquons que ces particules viennent se caler parfaitement avec les macroseuils d'entrée de pore. On peut donc se demander, vu qu'une certaine quantité de ces particules sortent, est-ce qu'il n'y en a pas des plus grandes, puisque par exemple, imaginons que celle-ci se décroche, elle est plus grande que le seuil maximal, est-ce que cette particule peut être mobilisée au sein de la porosité et entraîner ces fluctuations de la porosité? Pour répondre à cette question, nous avons développé un protocole miniaturisé de dissolution qui permet de dissoudre de façon homogène un échantillon de 5 mm de diamètre utilisé pour la microtomographie. Et nous avons développé une méthode de soustraction d'images permettant de localiser les particules qui se sont déplacées au sein du réseau poreux. Ici, je vous présente un exemple de cette image soustraite, et les plus grandes différences de niveau de gris, très blanches ou très noires, vont représenter les parties qui ont disparu ou apparu de notre roche. Et lorsque l'on regarde cette zone avant et après altération, on observe qu'au sein de cette porosité, effectivement, une particule s'est déplacée et est venue se coller sur le bord du pore. Nous avons ensuite seuillé ces différentes couleurs, donc blanches ou noires, dans le centre de l'échantillon, et nous avons pu obtenir la dispersion des particules au sein de la porosité. Il ne faut pas faire attention au vert. Le vert correspond aux limites de notre volume, et on va s'intéresser ici qu'au rouge et au bleu. Et là, on observe que l'on peut obtenir des couples, qui correspondent en fait à ce nom de couple, qui vont correspondre au déplacement au sein d'un même pore des particules
Mais on retrouve aussi des particules isolées qui ne trouvent pas de compagnon. Ce compagnon a soit pu être sorti de l'échantillon, soit être remobilisé plus loin dans l'échantillon. On remarque par ailleurs, ici l'échantillon le volume a été pris en sortie d'échantillon, qu'il y a quelques figures de dissolution hétérogène, type wormhole, que nous avons observées. Et on peut se demander, donc il y a deux hypothèses, ou bien notre protocole d'altération homogène est en fait localement hétérogène, ou bien la miniaturisation de ce protocole n'est pas aussi homogène que l'on le souhaiterait. La caractérisation mécanique à l'échelle macroscopique maintenant. Donc nous avons réalisé une série d'essais triaxiaux à diverses valeurs de confinement. Pour cela, nous avons mesuré les déformations à l'aide de 3 jauges axiales et 3 jauges radiales, collées de cette façon-là sur la surface de l'échantillon, et nous avons suivi ce protocole de chargement. Nous avons une première phase de charge et puis de décharge mécanique de l'échantillon qui nous permet de mesurer les modules Young, le coefficient de Poisson, le module de compressibilité, le module de cisaillement drainé de notre roche à faible pression confinement et faible pression de corps. Nous avons ensuite une montée en pression hydrostatique nous permettant d'atteindre la pression de confinement souhaitée, et l'essai triaxial peut commencer et finir jusqu'à la rupture de l'échantillon. L'ensemble des mesures triaxiales ont été réalisées, je le rappelle, sur du grain fin à 24%, plus ou moins 0,5% de porosité initiale. Nous avons ensuite observé la diminution, nous avons ensuite observé le module Young, nous avons observé qu'il diminue avec l'altération, tout comme l'avaient observé les études menées par Benner et Lombard. Et nous sommes ensuite intéressés à notre module de cisaillement. Est-il une simple fonction de phi dans notre cas, ou retrouvons-nous le comportement que j'ai précédemment exposé? Lorsque l'on regarde le module d'incompressibilité, on reste dans les bornes issues du modèle, et l'on observe que pour un nœud vide altéré au même niveau d'altération que le roche, il faut rester aussi dans ces bornes. Pour le module de cisaillement cependant, nos échantillons sortent de la tendance pour les plus altérés, tout comme ceux qui avaient été obtenus à l'aide du calcaire de vide. Macroscopiquement, nous avons pu obtenir ces courbes de déformation. Donc ici, je présente les déformations axiales et les déformations radiales en fonction du chargement de la pression différentielle. Et l'on observe que, donc, en courbe noire, je présentais systématiquement les échantillons simples, en courbe bleue, les échantillons altérés 3 fois, et en courbe rouge, les échantillons altérés 6 fois. On observe, pour un état de confinement de 6 MPa, que toutes les ruptures se font par un pic stress qui caractérise un régime de rupture fragile. À 16 MPa de confinement, on observe plus ces pics stress pour les 3 niveaux d'altération. Et on attribue ce type de courbe à des comportements à la rupture beaucoup plus ductiles. Et de façon transitionnelle, à 11 MPa de confinement, on observe que seul l'échantillon sain et altéré 3 fois semble demeurer dans un régime fragile de rupture, tandis que l'échantillon altéré 6 fois semble être dans un régime allant vers le ductile transitionnel. Quelles vont être maintenant nos méthodes pour déterminer pourquoi il y a ces transitions et ces changements dans le mode à la rupture? Et donc pour cela, nous avons développé des méthodes de corrélation d'image, utilisé des méthodes de corrélation d'image de B et 3D. Je vous rappelle brièvement ici la méthode. Le principe réside dans l'obtention d'une série d'images pendant un chargement mécanique d'une surface ou d'un volume, dans le cadre de cette thèse. Cette surface ou ce volume est discrétisé par une grille numérique, et chaque point de cette grille numérique est associé à un domaine de corrélation. Ce domaine de corrélation va être recherché dans l'image déformée par la minimisation du coefficient de corrélation. Une fois cette minimisation réalisée, on obtient les coordonnées du point central dans l'image déformée, et on obtient ainsi le champ de déplacement. À partir de ce champ de déplacement, nous pourrons réaliser les calculs des composantes planes ou 3D du tenseur des déformations, selon diverses barres de mesure. Le passage à la 3D n'est théoriquement pas compliqué, sauf que l'on passe en 3 dimensions avec une grille 3D et des domaines de recherche qui eux aussi sont en 3D. L'appareillage que nous avons utilisé dans le cadre des acquisitions optiques se compose d'une presse mécanique, de 2 caméras qui vont imager 2 surfaces usinées spécialement à partir d'un échantillon cylindrique, et ces surfaces sont améliorées. Le contraste local de ces surfaces est amélioré par la déposition de particules de peinture à sa surface. Le chargement mécanique va être continu et il est contrôlé en déplacement à 1 micromètre par seconde.
Le système que nous avons utilisé dans le MEB est le suivant. Nous avons ici une presse uniaxiale qui va rentrer dans l'enceinte du MEB et qui va nous permettre d'imager la surface de notre échantillon. La durée d'acquisition d'une image MEB est d'environ 7 minutes, ce qui ne nous permet pas de faire une acquisition continue. Nous allons donc avoir un chargement par palier qui sera contrôlé en déplacement, là encore, à 1 micromètre par seconde. La charge axiale maximum que nous pouvons appliquer est de 15 kN, et l'utilisation du MEB nous permettra d'obtenir de multiples zones à de multiples grossissements. Je vous présente maintenant la cellule triaxiale miniaturisée qui nous a permis d'imager un volume de roche dans l'enceinte d'un microtomographe au cours d'un chargement mécanique. De même que pour le MEB, l'acquisition d'une image en microtomographie prend environ 2h30 et donc il n'était pas possible de réaliser l'imagerie de façon synchrone avec le chargement. Nous avons donc réalisé des chargements par palier qui ont été faits de façon manuelle dans le cadre de la thèse. La pression de confinement maximum que nous pouvions appliquer était de 15 MPa. La force axiale maximale était de 10 kN et la résolution en sortie d'acquisition était de 5 micromètres de résolution par voxel. À partir de l'ensemble des radiographies obtenues permettant d'imager le volume, nous avons réalisé des reconstructions de nos volumes en résolution 1,5 ou 1 quart, faisant chuter la résolution de 5 microns à 10 microns ou 20 microns de résolution. Ici, je vous représente la cellule hors du microtomographe, posée sur son socle permettant l'automatisation du chargement, et ici, le panel de contrôle permettant l'enregistrement des forces, mais aussi l'application d'une pression de port et le contrôle de la pression de confinement. Le protocole que nous avons suivi est très similaire à celui que nous avons fait subir à nos échantillons à l'échelle macroscopique. Nous avons un chargement hydrostatique jusqu'à la valeur de pression de confinement que nous souhaitons, et ensuite des chargements par palier jusqu'à la rupture de l'échantillon. Les images obtenues de façon initiale par la microtomographie sont extrêmement bruitées et ne permettaient pas la réalisation de la corrélation d'images. Il a donc fallu trouver une méthode de Moyen-Âge pour obtenir des contrastes locaux meilleurs pour la corrélation. Je présente ici rapidement ce que nous avons utilisé comme domaine de corrélation et les tailles de grille pour les différentes méthodes, et nous intéressons particulièrement ici aux incertitudes. Donc, je vais d'abord parler des incertitudes sur la déformation macroscopique, qui vont nous donner l'incertitude sur la valeur du module Young que l'on obtient. Il sera d'environ 10 puissance moins 7 pour l'optique, 10 puissance moins 5 pour le MEB et 10 puissance moins 6 pour les microtomographes. Cependant, ce sont des valeurs très optimistes, ne prenant pas en compte les limitations pratiques des méthodes. Typiquement, les mouvements hors plan dans le cadre des essais uniaxiaux pour l'optique et le MEB, et les fluctuations du faisceau MEB dans le cas du MEB. Le microtomographe ne présente pas de problème de mouvement hors plan, mais les erreurs que l'on peut obtenir sur la précision de la méthode sont principalement dues à des ordres de reconstruction. L'incertitude finale sur les déformations locales est d'environ 10 puissance moins 4 pour la mesure optique, 10 puissance moins 3 pour le MEB et 5 puissance moins 4 pour le microtomographe. Je vais maintenant vous présenter les résultats issus de ces différentes méthodes. Donc, je vais commencer par l'échelle macroscopique avec la corrélation d'imagerie 2D associée avec de l'imagerie optique. Ici, je vous présente un film qui présente une surface en carte de déformation dans le sens de compression et dans le sens perpendiculaire, donc E1 et E2. Et l'on observe, au cours du chargement, que l'on va l'avoir, de la localisation qui va se réaliser de façon assez tardive dans l'échantillon, et qui va se faire de façon très homogène sur l'ensemble de la surface, jusqu'à la rupture finale, qui va donner une coalescence entre les points initiaux observés dans l'initiation de la déformation. À 3 cycles d'altération, on observe au cours du chargement qu'il y a dans la direction de compression l'apparition de bandes de façon très homogène à l'ensemble de l'échantillon, mais dans la direction perpendiculaire au centre du chargement, une localisation forte de la déformation. Cette déformation forte est confirmée à la rupture, puisque principalement concentrée dans la partie supérieure droite. Il semble donc, et c'est ce que va nous confirmer le troisième échantillon qui est altéré 6 fois, que l'altération entraîne une localisation plus importante des déformations. Et l'on voit ici que même dans la direction E11, on observe une localisation des déformations dans la partie droite et supérieure droite de l'échantillon, et ce jusqu'à la rupture. Afin de confirmer cette hypothèse qu'il y a que la localisation de la déformation est favorisée par l'altération, nous sommes intéressés à l'échelle plus fine, à l'aide du MEB, à un échantillon ici simple et un échantillon altéré 6 fois. Je vous demande de prêter attention à l'histogramme qui est ici et qui va vous montrer comment évolue la déformation moyenne sur cette image. On observe
que la déformation reste dans des valeurs très très faibles, aux alentours de 0,1% de déformation, qui est vraiment notre limite de résolution et qui nous permettra de conclure. Et on est principalement dominé localement par du bruit et des bandes de moiré. Il semble donc que l'échantillon sain ne présente pas de localisation au cours de la déformation. Cependant, si l'on s'intéresse à la seule zone qui semble localisée, on observe, je vais faire plusieurs fois, un mouvement relatif, grain un grain, entre deux zoolithes. Cette information est la seule que nous avions pu obtenir sur de nombreux échantillons sains de notre roche et ne donne pas d'informations sur la rupture finale de l'échantillon. Sur l'échantillon altéré 6 fois, on observe dans un premier temps que la déformation moyenne, la valeur de déformation moyenne augmente de façon très claire, et on se demande maintenant comment elle se localise. De façon plus locale, on remarque que cette déformation s'intensifie aux interfaces entre les grains et que l'intérieur des grains demeure non déformé. Si l'on regarde la microstructure à ces interfaces, on observe l'ouverture de microfractures, ici par exemple de la microfracturation, ici de la macrofracturation, mais aussi des mouvements relatifs de hoolite, cette hoolite par exemple tourne, et un mouvement de superposition de l'hoolite situé ici et de l'hoolite situé ici. De même, si l'on regarde ici l'interface entre un ciment syntaxial et une hoolite, on voit se développer au cours du chargement la fracturation. On observe donc que la microfracturation s'initie à l'interface entre les grains, que l'endommagement est précoce, et l'on peut maintenant se demander est-ce qu'il est à l'origine de l'adoucissement mécanique macroscopique que nous avons observé. On présente maintenant les résultats obtenus à l'aide de la méthode 3D de corrélation d'image. Ici, un échantillon sain, dont je ne vous présente ici que la garde de déformation obtenue après la rupture, ici. On remarque que cette déformation se localise dans une bande unique, et que l'on peut caractériser, au vu de l'état de sortie de l'échantillon, de bande de cisaillement. Au cours du chargement, je représente ici bien que tout comme pour les essais optiques, il n'y avait pas d'initiation de la rupture finale au cours du chargement. Et lorsque l'on regarde la microstructure, on observe bien l'apparition d'une bande très fine de cisaillement, couplée à des ouvertures de fractures perpendiculaires au sens de chargement. Pour l'échantillon altéré 3 fois maintenant, toujours à 5 MPa confiné, on peut se demander si cette petite zone ici, à environ 1% de déformation à partir de l'étape 3 de chargement, est une localisation. On regarde pour cela l'étape d'après, qui nous montre que effectivement, dans cette partie-là de l'échantillon, on intensifie la déformation avec ici une valeur de presque 2% localement de déformation et un développement de cette localisation. Enfin, après la rupture de l'échantillon, cette bande s'est finalement développée sur l'ensemble de l'échantillon en une large bande. Cependant, en sortie d'échantillon, il n'était pas possible de visualiser cette bande. Nous sommes donc allés voir à l'échelle microstructurale quels pouvaient être les indices de l'existence de cette bande. Donc ici, je vous rappelle brièvement le développement de la microfracture. Donc, contrairement à l'échantillon sain, il y a une initiation, certes tardive, mais il y a une initiation de la localisation de la déformation qui se développe jusqu'à la rupture. Et la microstructure nous a montré un mouvement relatif bloc à bloc, donc de type un petit peu cisaillant, associé à des mécanismes beaucoup plus compactants localement, de type fermeture de porosité. On a donc ici une accommodation de la déformation selon une bande plus large, et nous associerons cette bande, nous la déterminerons comme étant une bande à composante cisaillante et compactante. Enfin, pour l'échantillon altéré 6 fois, on remarque que dès le troisième étape de chargement, on observe une localisation dans la partie supérieure droite ici de l'échantillon, présentant des localisations déjà de 0,5% localement. Cette localisation se développe à un niveau de chargement plus élevé et la bande s'agrandit. Enfin, après ce que nous avons supposé être la rupture de l'échantillon, on observe que la déformation s'est développée sur une très grande partie de l'échantillon, ici la moitié de l'échantillon que nous avons pu imaginer. En sortie de l'échantillon, nous avons obtenu ceci, ce qui est assez cohérent avec ce qu'on observe ici. Ici, ce serait la partie du bloc demeurée intacte. Les petits morceaux que l'on retrouve ici sont les parties les moins déformées dans la bande, et la partie inférieure ici n'est pas imagée par une photographie ici.
Le développement de cette localisation s'est fait de façon assez précoce, puisque l'on arrive à l'obtenir à partir de 13 MPa de chargement, et pour une rupture finale estimée à environ 23 MPa. J'aurais bien voulu vous présenter une animation comme j'ai pu le présenter pour les deux échantillons précédents. Cependant, il n'a pas été possible d'obtenir ce type de malgré, puisque tout simplement, il n'y a pas de mouvement relatif bloc-à-bloc observé. Nous avons simplement pu observer que nous avions localement, au sein de cette grande bande déformée, de la fermeture de porosité. Si on porte ici attention à ce port ici, on voit bien qu'il se bouche, on voit clairement. Ici, de même, cette porosité se ferme, et ces déformations sont associées à l'ouverture de microfractures aux interfaces entre les deux. Je présente maintenant la synthèse de mes travaux. Donc je commencerai par vous présenter les modules Young obtenus à l'aide de ces méthodes de corrélation d'image. Donc pour les échantillons sains altérés 3 fois et altérés 6 fois, on observe que les modules Young d'une méthode à l'autre pour les échantillons sains sont assez cohérents, que ces valeurs restent assez cohérentes là encore pour les échantillons altérés 6 fois, mais que les échantillons altérés 3 fois présentent une anomalie pour la corrélation d'image numérique optique que nous associons à un mouvement hors plan fort. Nous allons maintenant essayer de recoller les morceaux de tout ce que je vous ai présenté en rapport avec cette question que nous avions sur le module de cisaillement. Les premiers indices que nous avons sont les indices d'altération. Nous en avons peu, et nous avions les corrosion pits et les figures d'arrachement. Ces figures que l'on observe ne sont pas en contact avec les autres grains. Elles ne peuvent donc pas expliquer les modifications que nous avons observées en mécanique. Cependant, les figures d'arrachement, nous avons pu les associer aux particules fines que nous avons imagées dans la porosité de notre roche. Et nous avons supposé, en regardant au MEB à l'aide d'un filtre, quelles étaient ces particules, vu leur taille, qui correspond parfaitement à la taille et à la forme des particules de micrite de notre roche, que ces particules fines étaient issues de la micrite et qu'elles prouvaient la déstabilisation de cette micrite, qui pouvait donc favoriser le glissement aux interfaces par la perte tout simplement de cohérence dans ces petits grains au sein de ces gros grains. Et c'est ainsi que l'on essaye d'expliquer pourquoi la diminution du module de cisaillement est incompatible avec une loi simple reliant l'évolution du module cisaillement et la porosité moyenne de notre roche. Les conclusions et perspectives de cette thèse maintenant. Donc notre approche multi-échelle et multiméthode nous a permis de mettre en évidence une évolution des propriétés pétrophysiques, mécaniques mais aussi microstructurales. D'un point de vue pétrophysique, nous avons pu voir des évolutions chaotiques de la perméabilité que nous avons expliquées en imageant de façon directe des particules fines. Les résultats de soustraction d'image et d'analyse microstructurale montrent que l'altération peut éventuellement être localement hétérogène, ce qui pourrait expliquer pourquoi on a une localisation préférentielle avec l'altération des déformations. Et la majorité de la dissolution est supposée se faire dans la micrite, mais la micrite de nos méthodes ne nous permet pour le moment pas de le prouver de façon directe. Les évolutions des propriétés mécaniques macroscopiques. Donc nous avons observé une diminution des modules mécaniques avec l'altération, une diminution hors modèle du module cisaillement, que j'ai expliqué par cette altération de la micrite, supposée de la micrite. Et enfin, nous avons observé une transition du régime de rupture fragile à un domaine de rupture beaucoup plus ductile avec l'altération, que nous avons pu associer à des observations microstructurales de fermeture de porosité et d'écoulement de grains. Les applications de la corrélation d'image numérique 2D a fonctionné aux deux échelles, et nous avons obtenu des modules cohérents avec les essais macroscopiques. Les applications de la corrélation d'image numérique 3D, nous avons donc réussi à mettre en œuvre un protocole permettant une pression de confinement de 5 à 10 MPa de confinement, et qui nous a permis de mettre en évidence, à l'aide de la corrélation d'image, des processus d'accommodation différents pour les trois niveaux d'altération, des bandes de cisaillement classiques pour un état sain, des bandes à caractère que j'appellerais cisaillant compactant à 3 cycles d'altération. Enfin, des larges bandes compactantes à caractère d'effondrement de port à 6 cycles d'altération. Les modules cohérents sont obtenus à l'ensemble de ces... Les modules obtenus sont cohérents à l'ensemble de ces échelles et avec l'utilisation de ces différentes méthodes. Enfin, les perspectives de ce travail, ce serait intégrer ces observations à des modèles d'homogénéisation, puisque typiquement de la microfracturation est assez simple à associer à un modèle d'homogénéisation. Et il nous soulèvera un point majeur qui est maintenant la nécessité d'appliquer une pression de port et de réaliser des mesures de perméabilité pendant le chargement en conditions triaxiales afin de vérifier que nos observations corroborent bien
soit corroborée par cette diminution éventuelle de la pression de corps, de la perméabilité. Merci de votre attention. Merci pour cet exposé. Donc je vais vous présenter les membres du jury qui vont évaluer votre travail. Au versant de la gauche à la droite, donc Jean Sulem du laboratoire Navier. Voilà. Donc Jean Sulem du laboratoire Navier Marne-la-Vallée, Patrick Beau de l'Université de Strasbourg, Alexandre Guimard, Yves Guéguin, École normale supérieure à Paris, Jean-Raphaël, École politique, et Michel Corner du laboratoire Navier, et Jérémy Dautriat, qui est pas près de nous, mais qui est quelque part devant un écran d'ordinateur. On essaiera de le faire apparaître sur l'écran quand ce sera sorti. Ça n'est pas possible. Donc, je vais, et puis également, je ne me suis pas présenté, bien sûr, donc Christian de l'Université de Cergy. La tradition, je commence par le rapporteur, et donc je donne la parole à Patrick Beau, qui est le rapporteur qui vient un peu plus loin. Merci Christian. Je voudrais commencer par remercier l'équipe en Cadence de m'avoir invité au sujet. J'ai trouvé le travail extrêmement intéressant. Un travail difficile a été entrepris. On ne peut pas dire dans cette thèse que vous soyez arrivé vers la facilité. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi il est difficile le travail? Parce que d'abord il y a un protocole d'altération qui était nécessaire d'implémenter et de maîtriser, parce que tout est basé là-dessus. Et donc ça, vous l'avez fait de manière, de mon point de vue, très très marrante. Donc ça, c'était un point positif déjà de cette contribution. Et puis, il y a tout un tas de mesures pétrophysiques et mécaniques. Donc, pour la partie mécanique, les expériences ne sont pas simples et l'interprétation non plus. Donc, vous avez des expériences difficiles, des résultats significatifs dans tous les chapitres de votre mémoire. Donc, je vous félicite déjà pour cette contribution. Je trouve effectivement très intéressante. Votre présentation était très enlevée, très claire, avec un petit fond musical, ce qui est obligatoire. Et donc tout ça, c'est tout positif. Et donc, je vais vous poser quelques questions et faire quelques commentaires dans l'ordre du manuscrit. C'est tout ça. Alors bon, le manuscrit, je l'ai trouvé facile à lire. J'ai vu une ou deux coquilles, assez grasses, qui est assez inévitable. Je vous en donne une comme ça au passage. Pour appuyer, figure 13, c'est pas une Grèce d'Arlédel, et puis c'est pas la référence est fausse aussi. Ah. C'est pas forcément. D'accord. Donc comme j'ai reconnu le graphique, ça m'a fait un peu tiquer. Ça c'est un point de détail qui a pas beaucoup d'importance. Sur la méthodologie, j'avais une question. Il y a une partie des expériences qui ont été faites à force imposée. Oui. Et je me posais la question pourquoi. Est-ce que c'était une nécessité? On n'a pas le choix en fait. C'est le fonctionnement de la machine qui veut ça. D'accord. Et en termes de taux de déformation, oui. Moyen, disons, au cours de l'expérience, parce que ça peut varier, on est dans quelle gamme? Alors, parce que c'est difficile de commenter sur les résultats par rapport à d'autres études si... Alors, en termes de taux de déformation, comme le montre la figure 37, la vitesse de la presse est très stable en fait au cours du chargement. Elle est d'environ, donc c'est 0,1 rotation par minute. Je ne sais plus exactement. En taux de chargement, ça fait quelques, je crois que c'est 0,1 tonne par minute. Oui, ça j'ai vu le chiffre. Voilà. Et alors en termes de taux de chargement, donc ça correspond à un taux de chargement de... comme ça, je me posais la question si c'était encore 10-5 par seconde ou si c'était beaucoup plus rapide ou beaucoup plus lent que ça. Alors, en termes de taux de déformation, j'essaie de me rappeler le graphe en fait. C'est un détail. C'est du non, mais c'est ces eaux-là. Je sais plus si c'est 10-4 ou 10-5. J'ai un doute en fait. Voilà.
Une question que je me posais aussi, c'est d'après vous, si on ne fait pas de l'imagerie in situ, si on fait de la corrélation d'images avant-après, quelle est vraiment la limite en termes de déformation qu'on peut imaginer? Sans corrélation d'image? Non, justement, si on ne la fait pas in situ, on la fait progressivement. Mais si vous faites cette corrélation en partant d'un échantillon simple, vous avez imagé d'abord. D'accord. Et ensuite que vous avez imagé après les formations. Oui, d'accord. Je me posais la question, quelle est la déformation maximum qu'on peut voir? Ah, d'accord. Il va falloir que la... Donc ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. Donc il y a eu les travaux de Louis qui ont été initiés. Laurent Louis qui ont en même temps un scanner médical, par exemple. Des travaux qui couplent ça de la localisation par vitesse d'OMP, voilà. Par localisation par nombre de bruit. Et alors pour ce qui est de la déformation, il va pas falloir que l'on dépasse nos hypothèses de corrélation. C'est-à-dire qu'il va falloir que la déformation ne dépasse pas la taille de jauge. En fait. Donc il ne faut pas qu'on rentre dans le cadre des grandes déformations. Donc il ne faut pas qu'on dépasse les localement 10% de déformation, je pense. Je pense qu'au-delà de ça, la méthode commence à ne plus fonctionner correctement, mais on peut estimer des déformations locales très, très fortes déjà. Moi j'observe des déformations locales déjà à 6-7% de déformation. Dans le travail, en fait, il y avait le protocole d'altération qui était très important, mais il y avait aussi le choix de la roche et le choix des échantillons. Donc choix de la roche, quand j'ai commencé à voir que vous parliez du calcaire d'Estaya, j'ai pris peur parce que ça reste quand même un peu un problème. Donc vous avez apparemment fait le bon choix en ce qui concerne. Le lavou est plus homogène que le Estaya. Le choix des échantillons, donc vous avez tout un tas de techniques pour éviter disons, les problèmes. Une chose que j'ai notée et qui moi, me semble un peu un problème pour la mécanique, c'est que les blocs ne sont pas orientés. Alors oui. Et si vous voulez, il y a des résultats récents qui semblent indiquer que pour la localisation, notamment le fait qu'on déforme parallèle ou perpendiculaire en oblique par rapport à la sédimentation, ça va donner des résultats qui peuvent varier considérablement. D'accord. Donc effectivement, alors nous avons initialement voulu. En fait, le problème majeur, c'est que les blocs proviennent de carrière et ne sont pas orientés dans la carrière. Donc on aurait pu réaliser effectivement des mesures à l'aide d'OIP par exemple, qui nous auraient permis d'orienter un bloc, typiquement. Alors la méthode, en fait comme nous avons utilisé principalement un bloc, quasiment unique, qui nous a permis d'obtenir tous nos échantillons, l'orientation en fait était la même pour tous nos échantillons. Donc déjà de ce point de vue-là, il n'y aura pas d'hétérogénéité dans mon cas. Maintenant, pour ce qui est de cette possibilité, effectivement, ça aurait été possible. Alors moi, sauf que c'était pas prévu initialement dans le travail de thèse, donc nous l'avons pas fait, tout simplement. Et puis, je dois avouer qu'on n'y avait pas pensé à cette éventualité de problème au moment où on a obtenu les échantillons. Et maintenant, mon expérience sur le lavou, que j'ai travaillé en Master 2, notamment sur les ondes P et leur anisotropie, j'avais pu obtenir une direction de bedding, par exemple, d'un lavou, et l'aide de l'OMP. Et j'ai les résultats là d'ailleurs, je vais vous les montrer, je les ai mis. Travaux de M2, voilà, c'est les travaux que j'avais menés avec Philippe Robion à l'université de Cergy-Pontoise. Donc effectivement, donc, il y a dans le lavou moyen d'obtenir la direction du bedding, mais l'anisotropie était quand même très faible dans les valeurs. Et donc on peut quand même se demander si ce qu'on avait obtenu était, par exemple ici, assez négatif dans l'échantillon sec. Donc on peut se demander si réellement il y a vraiment un effet, à notre échelle de bloc en tout cas, sur le lavou d'un éventuel dépôt, sens de dépôt en fait. Parce que le dépôt de type récifal ne se caractérise pas vraiment par un bedding régulier comme on peut en obtenir sur d'autres types de dépôts calcaires en fait. C'est des choses à beaucoup plus grande échelle qu'on observe à l'échelle de la carrière. Et donc localement, à la taille du bloc, je ne suis pas
convaincu qu'il y a un effet. Après, effectivement, ce sera intéressant de s'y intéresser. J'avais une question sur le résultat du protocole d'altération. Et, vous avez montré une séparation entre macro et micro-porosité sur vos deux blocs. Et vous avez donné des pourcentages. Oui. Sur quoi sont basés ces pourcentages? Sur un seuil? C'est des seuils, en fait. C'est-à-dire, où est la limite macro, micro-porosité? Alors justement, on s'astreint complètement de ce problème, qui est la limitation solide microporosité. Parce que macroporosité, microporosité, c'est très simple à voir sur une image microtomographique. Enfin, je vais vous faire le... Mais ma question, c'est plutôt du genre, qu'est-ce que vous appelez un micropore? À partir de quelle taille ça vient? Alors, un micropore pour moi, ça va être aux alentours, ça va être tout ce qui est en dessous de 3 microns environ. Ouais. Là, j'appelle ça un micropore. Donc, c'est pas au sens des classifications classiques en sédimentologie, même si ça s'en éloigne pas tant. Mais non, mais c'est 3 microns, voilà, qui est notre résolution de microtomographe, qui est aussi le seuil qui a été déterminé par la RMN, la porosimétrie mercure, par la RMN, par le résonance moléculaire, pardon, et voilà, qui correspond surtout à notre limite de seuil en microtomographie. C'est-à-dire qu'au-delà de cette valeur de 3 microns, on arrive à imager, et donc on peut l'associer, on peut le soigner beaucoup plus facilement, alors que là, tout ce qui est en dessous va juste nous induire un niveau de grille moyen différent, mais va pas nous faire un pic net correspondant à un type de porosité. En fait. C'est juste comme ça que je l'explique. Mais si je le rephrase différemment, c'est ce que vous voyez pour la microporosité. C'est ce qu'on voit pas, voilà. En fait, ce qu'on voit, c'est la macroporosité et la porosité totale, et la phase solide qu'on arrive à imager par son pic principal. Et à partir de la soustraction des différents niveaux d'histogramme, on n'obtient plus que l'histogramme qui reste, en fait, on l'associe à la microporosité. Avec le risque, tout de même, et c'est particulièrement clair dans cette roche, on va remontrer l'image, que dans le cas de certaines zeolites, la différence, même dans un ciment, la différence micro-solide, en fait, puisque le problème c'est que la microporosité est composée de solides, puisque ce qui compose la microporosité, c'est les grains, c'est l'interstice entre les grains dans le pore. Donc en fait, il y a une part de solide qui va être interprétée comme étant de la microporosité. Donc on induit un petit biais effectivement dans la méthode, mais on la limite au maximum à partir de l'utilisation vraiment de la taille du volume complet, l'évaluation de la macroporosité, qui elle se fait vraiment simplement, et le pic associé au maximum qui est le pic du solide. Et à partir de ça, on récupère ce qu'on estime être la microporosité. Ce qui ne semble pas trop mal tombé, puisque quand on compare aux valeurs de porosimétrie mercure, on a des évaluations qui sont assez similaires en fait au final. Et donc, si on prend l'altération maximum, comment les pourcentages bougent? Alors, sur la microtomographie, on n'a pas en fait un impact suffisant à 6 cycles d'altération sur la microstructure pour observer en fait une évolution. Là, on est dans le bruit en fait, dans l'évolution. Tout comme pour la porosimétrie mercure, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence cette évolution dans la taille des seuils de pore. Voilà. Donc c'est un problème. Alors il y a une solution que je n'ai pas eu le temps en fait de faire, dont j'ai appris l'existence trop tardivement en fait, c'est la possibilité de réaliser sur des macro-échantillons de l'ARMN en injectant en fait quelque chose de beaucoup plus pas dense que l'eau, mais plus dense que l'eau, qui ne va pas rentrer dans la microporosité et ne va obstruer que la macroporosité. Et dans le cas du lavou, ça s'appliquerait parfaitement puisque la microporosité est connectée. Et donc en bloquant la macroporosité, on saturerait que en microporosité et l'on pourrait obtenir à l'aide des deux signaux RMN avant et après déjà une évaluation des parts. Et ensuite, cette matière est facilement à enlever de l'échantillon, et donc réaliser des altérations et re-réaliser la même manip. Et j'ai vu des résultats d'une publication de Marc qui présentait une évolution dans ces pics qui montait en fait, donc une augmentation de la taille, de la porosité, pas des seuils, attention. Parce que pour moi, il se passe deux choses différentes, qu'on soit au niveau des seuils ou de la macroporosité, au moment de la dissolution.
Moi j'ai remarqué que dans votre protocole d'altération miniature, vous avez une grosse différence en fait sur la distribution des niveaux de gris pour les images faites avant et après. Oui. Et donc ça m'a étonné, parce que enfin, moi je travaille un peu sur la question, mais comme on achète les images, on n'a pas de tomographe, on est toujours confronté à ce type de problème. Et là, vraiment... Alors c'est une explication toute simple. C'est l'acquisition, en fait, les expériences ont commencé à l'IFPEL, et le microtomographe est tombé en panne. Donc j'ai dû me rabattre sur le microtomographe de Navier, où j'ai réalisé l'imagerie à l'état sain. J'ai altéré mon échantillon, puis c'est le microtomographe de Navier qui est tombé en panne, donc j'ai pas pu faire l'imagerie à l'état altéré, donc j'ai dû attendre que le microtomographe de Navier revienne dans des conditions d'utilisation possibles, et en fait ce qui avait changé, je crois que c'était le capteur ou la source. Dans la source avait changé, donc on n'a pas réussi à retrouver exactement les mêmes conditions d'acquisition que ce qu'on avait obtenu à l'état initial. Et donc voilà, c'est pourquoi on a un petit biais dans le niveau de gris, et même au-delà de ça, si vous avez regardé le tableau qui présente qui s'appelle la registration, j'ai dû déformer légèrement les voxels pour recaler vraiment les images, sinon c'était pas possible. Vous êtes dans des conditions qui sont assez défavorables, mais vous en sortez bien. Ça marche. Mais le problème, c'est là que ça me soucie quand même un petit peu, c'est que typiquement ce problème de déformation des voxels pour réaliser la soustraction d'image, la déformation que j'applique est au niveau de ce que j'estime être l'altération de mes pores. Donc en fait, tout ce qui va être dissolution par exemple de la surface des pores va être complètement annihilé par cet effet. Donc ça m'embête un peu. Et la deuxième chose, c'est comme on peut le voir, je pense que quelqu'un va poser la question, donc je prends les devants. Comme on peut le voir sur mon volume, une fois seuillé, il y a très peu en fait de particules sur l'ensemble du volume de l'image. Et donc, quand je dis que c'est ces particules-là qui sont à l'origine des variations de perméabilité, on est quand même en droit de douter très fortement de ça. Et c'est là que moi je l'explique par quelque chose qui est qu'à mon avis, l'anécrite en image, comme vous voyez très mal le microtomographe, et que les particules vont s'agglomérer en fait sur la surface des pores, et ça pour l'imager, il faut une image parfaite, quoi. Une résolution très forte. Et je ne sais même pas si on pourrait encore l'obtenir, si on peut l'obtenir à l'heure actuelle en fait, cette image. Alors j'ai des questions sur vos essais mécaniques. Vous n'avez pas présenté la déformation volumique, ce qui d'un point de vue temporel. Alors, je vais retracer. La question c'est, est-ce que c'est, quand vous déformez les échantillons, est-ce que c'est compactant tout le temps? Alors, là je pense qu'il y a le problème du contrôle en force qui intervient. Parce que je me suis amusé à tracer les courbes de déformation volumique. Et elles ont toutes les mêmes orientations, et ce même pour celles qui ont un comportement de régime clairement cisaillant, ou d'autres qui avaient l'air d'être plutôt compactants, et le sens à la rupture est le même en fait, donc je n'arrive pas à dire. Pour moi elles sont toutes compactantes, mais le fait qu'à la rupture on soit contrôlé en force et pas en déplacement, je pense que justement ça induit le fait qu'on n'arrive pas à avoir le signal final en fait, à la rupture. Je pense que le contrôle en déplacement, au vu des publications que j'ai pu lire, permet de bien mieux visualiser cette étape finale à la rupture de l'échantillon en fait. Parce que là en fait je les ai tracés les courbes volumiques. Alors je me suis trompé dans le sens des axes, mais je l'ai fait. Je vais quand même vous présenter. C'est pas l'axe, c'est pas le sens des axes conventionnels, disons. Ouais, mais ici je voulais revenir juste sur le seuillage. Je présente ici un seuillage en 3D et on voit bien la difficulté pour la phase microporeuse. On voit bien qu'il y a des parties très blanches qui correspondent à du solide. C'est là qu'il y a une part de faux dans la mesure. Et est-ce que j'ai mis ça là? Voilà. Ouais, des formations volumiques, donc en fait, voilà. Donc, voilà. Voilà pourquoi je ne sais pas présenter. Alors je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je les retraite peut-être différemment pour. Je n'arrive pas vraiment à conclure là-dessus, et je pense que vraiment le problème c'est le contrôle en force à la rupture. J'en suis vraiment persuadé. Parce que qualitativement, vos résultats sont très convaincants sur le fait que l'altération
débit large, aucun problème à ce niveau-là. Après, c'est comment vous présentez les résultats, notamment il y a une figure de numéro où il y a des pseudo-enveloppes de rupture. Oui. Je ne suis pas sûr que les points correspondent vraiment. Est-ce qu'il faudrait les tracer? Les un peu plus. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité des données. Celle-ci? Oui, ça, je n'aime pas trop cette figure. Parce qu'en fait, si vous regardez l'axe des X, la pression effective doit être constante. Ah oui. Donc là, il y a un petit problème de paramètres qui peut être à revoir dans la version corrigée. Toujours est-il que les résultats ne sont pas du tout ambigus sur le fait que l'altération a un effet très fort sur le comportement mécanique, et donc ça c'est extrêmement convaincant. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je voudrais juste faire une dernière remarque concernant les mesures de module Young dans les manips finales. Concernant l'imagerie, où il y a l'imagerie in situ, c'est quand même des très petits échantillons. Oui. C'est presque miraculeux, vous trouviez. Ça nous a autant étonné, vous. Juste faire ce commentaire, sans vouloir dévaloriser le travail, parce que c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Pour confirmer, effectivement, cette valeur du module Young qui nous a vraiment étonné aussi, on pensait réellement, honnêtement, on pensait pas que tout serait à ce point proche en fait entre les méthodes, très sincèrement. Et clairement, il est nécessaire de multiplier les essais pour vérifier. Voilà. On n'est pas eu un coup de chance. Mais... Donc, pour conclure, je renouvelle mes félicitations. C'est un très bon travail, très diversifié, avec beaucoup de méthodologie et d'analyse des données qui sont pointues. C'est un travail qui est très très riche. Et ma dernière remarque, c'est qu'il vous faut publier ce travail. Ouais. Ça, je pense qu'on va vous pousser, hein, oui. Mais c'est quand même extrêmement important. Bien, Patrick, je passe la parole à Jean Sulem, deuxième rapporteur. Merci. D'abord, je m'associe aux félicitations de Patrick Beau sur la qualité de votre travail, la qualité de votre manuscrit, effectivement. C'est un manuscrit qui est écrit de façon tout à fait claire, qui est agréable à lire, généralement bien illustré, puis la qualité de votre présentation orale. Vous avez suivi une présentation plus synthétique dans la présentation orale, qui, à mon avis, est excellente. Comme l'a souligné Patrick, c'est un travail difficile parce que vous étiez sur des dispositifs différents, sur des lieux différents, et puis on comprend que sur certains prototypes, vous étiez le premier à faire ces expériences et vous décrivez clairement les difficultés que vous avez rencontrées. Dans la rédaction de votre manuscrit, j'ai apprécié aussi la qualité des détails que vous mentionnez dans l'expérimentation, et la lecture de ce manuscrit, on sent que c'est un sujet qui vous a attaché, puis on sent que vous avez développé de vraies qualités d'expérimentateurs, et pas seulement, mais aussi dans la façon d'analyser l'ensemble de vos résultats. Pour tout cela, je vous félicite. Et puis, vous avez apporté un ensemble important de résultats qui sont nouveaux et sur lesquels certaines questions ont été déjà posées, je vais en poser d'autres. Le premier point, c'est un petit peu sur l'objectif général du travail. Vous présentez de nombreux résultats sur l'altération par l'acide d'une roche calcaire et ses conséquences en termes de comportement mécanique. Et vous montrez dès le début de votre exposé et aussi dans votre manuscrit que l'objectif de ce travail, c'est d'arriver à comprendre ce que peut être l'effet de l'injection du CO2. Alors, ce qui m'a un petit peu marqué dans votre exposé oral et aussi dans votre manuscrit, c'est d'expliquer la signification de vos résultats quant à cette problématique de dégradation du réservoir. Non, je m'explique. Dans vos essais, vous dégradez avec l'acide retard de façon à avoir
une dissolution suffisamment homogène, et vous avez bien montré que ça correspond à une partie du réservoir, pour lequel on peut supposer que la dissolution est homogène, mais en même temps, avec les différents sites, vous augmentez de façon considérable la porosité, donc l'acide vient manger la roche. Est-ce que vous pensez que dans la situation de réservoir avec le CO2, avec le type de variation de pH qu'on peut avoir, vous pouvez arriver à ces conséquences aussi importantes des dégradations? Alors, de ce que j'ai pu lire, des études récentes, a priori on est beaucoup plus fort dans notre cas que des oscillés observés, et ce qui est modélisé. Mais il fallait trouver une méthode qui nous donne des variations suffisamment grandes pour essayer d'estimer à très long terme en fait. C'était un peu l'objectif de la méthode. C'est d'estimer quelque chose de très long terme s'il y avait plusieurs phases de dissolution par exemple, puisque a priori les réservoirs vont être entre guillemets vivants, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phases où une zone qui à un moment donné une zone de dissolution homogène va devenir qu'une zone de précipitation, puis redevenir une zone de dissolution homogène. Donc on va voir exactement comme l'histoire de la géométrie de roche lors de son enfouissement, on va avoir des fluides qui vont différer et c'est nous qui allons les contrôler pour faire en sorte que les sites gardent leur intégrité. Maintenant, est-ce que je suis. La question sous-jacente, c'est est-ce que je suis vraiment représentatif de la réalité en fait, je pense. Alors, très honnêtement, je pense pas qu'on soit extrêmement représentatif, au sens que, ne serait-ce que du point de vue de la composition chimique de la saumure qu'on utilise. Rien que ça, par exemple, on est très très loin des conditions réelles, puisqu'on est par exemple que à 5 grammes litre en NaCl, et le reste c'est de l'eau, alors qu'en conditions naturelles, il peut y avoir vraiment énormément d'autres facteurs qui vont influencer et le pH et les équilibres chimiques. Donc typiquement je n'ai pas observé de reprécipitation dans le cadre de ma thèse. Ou s'il y en a, je ne l'ai vraiment pas pu l'observer. Dans la nature, il y aura des reprécipitations qui vont avoir lieu par agglomérats avec des particules plus lourdes, etc., que simplement la calcite. Donc, déjà rien que cet aspect-là n'est pas pris en compte. Et c'est aussi cet aspect-là qui fait que la prise de porosité est évaluée comme étant moins grande dans les réservoirs. Ça fait partie des choses. Donc, je ne suis pas représentatif réellement d'un réservoir. Donc, mes conclusions, ce serait bien osé pour moi de directement donner des conclusions directes. Mais je pense que sur l'aspect mécanique et sur l'aspect dissolution de la micrite notamment, je pense qu'on est en fait assez réaliste parce que dans un réservoir comme le réservoir de Dogger, on a souvent montré que c'était par la microporosité que la principale connectivité se fait en fait. Et donc si les fluides doivent réagir avec une part de la porosité de la roche, ce sera la micrite qui va subir. Et donc avec les conséquences sur la mécanique qu'on a pu observer nous. Donc est-ce que j'ai réellement reproduit la réalité? Je ne pense pas. Mais dans une certaine mesure, oui, je l'ai reproduite, comme j'ai pu en laboratoire. Parce que vous avez par exemple cité les travaux de André, mais il y a aussi, c'est dans la même publication, une publication un petit peu ultérieure, des calculs géochimiques de diffusion de fluides réactifs. Parce que l'eau présente dans le réservoir est, dans l'état initial, en injection, en équilibre chimique avec la roche. Oui. Maintenant, vous avez un pH qui peut descendre, par exemple, jusqu'à 5, 4, et d'après un certain nombre de calculs que vous trouvez dans la littérature, la solution est quand même rapidement tamponnée, et puis de sorte que la dissolution s'arrête relativement rapidement. Alors ça, vous le mentionnez dans votre manuscrit, et puis vous évoquez la possibilité de grands mouvements de convection qui est renouvelé. Alors ça aurait été intéressant de réfléchir un petit peu sur les ordres de grandeur des temps caractéristiques de ces différents phénomènes. Parce qu'on a la phase d'injection, où va apporter, on va dire, le fluide qui va s'acidifier. Ça c'est le temps d'injection, on va dire, dans une dizaine d'années. Plus, c'est l'ordre de grandeur. Quels peuvent être les temps pour le renouvellement de l'eau qui est saturée par le fluide? Est-ce que vous avez une idée de ça? Alors, le problème, c'est que, là, j'avoue que
pas vraiment mon domaine, mais de ce que j'ai pu entendre par là, ça va être principalement ce qui va entraîner, notamment dans le cas de la zone homogène qui nous intéresse, ce qui va devenir l'aspect majoritaire, c'est en fait les mouvements de fluide à l'échelle du bassin, et plus du tout en fait les mouvements de fluide induits par l'humain, qui en fait très rapidement décroissent et n'ont plus d'impact en fait. Et ça va vraiment être les échelles, tout comme pour la géothermie par exemple, les effets de la géothermie sur le système de guerre par exemple, il commence à avoir des problèmes sur la température, et on se rend compte qu'en fait c'est parce que les vitesses sont justement trop lentes pour renouveler la température de la zone qu'on exploite. Et donc typiquement, je pense que le temps de renouvellement est en tout cas bien supérieur au temps d'injection qu'il y aura si on doit injecter. Donc voilà, après le temps exact, je ne saurais pas dire. Alors, une autre question aussi, c'est un petit peu sur la signification de vos résultats et l'application. On comprend que toutes ces données ont pour objectif, à un certain point, d'être intégrées dans une modélisation, un petit peu hydromécanique, et couplées avec la géochimie de ce réservoir, où on va pouvoir tenir compte de l'évolution des propriétés mécaniques. Alors, bien sûr, on pense, et c'est ce que vous avez fait, qu'une bonne variable pour quantifier cette dégradation, c'est l'évolution de la porosité, puis ça permet effectivement de bien relier un taux d'avancement de l'interaction. Cependant, dans vos résultats, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Vous montrez bien, par exemple, dans l'évolution de la perméabilité, et même dans les modules, que vous n'avez pas de lien direct, ou en tout cas monotone, entre l'évolution. Alors, si vous pouvez un petit peu commenter là-dessus, à votre avis, si vous imaginez ce que veulent faire les gens qui modélisent, c'est-à-dire coupler des codes d'écoulement un petit peu géochimiques avec des codes de calcul mécanique, quelle serait la bonne variable pour faire dialoguer ces codes entre l'évolution d'une réaction de dissolution, comme vous l'avez ici, pour les propriétés mécaniques et les propriétés hydrauliques? Je pense que, alors, c'est peut-être parce que j'ai été versé dedans pendant 3 ans à l'IFP, ça va être des solutions de type Pore Network Model qui principalement montrent l'importance des seuils plus que des pores en eux-mêmes en fait. Et je pense que, effectivement, dans le cas des écoulements, qu'ils soient diffusifs ou non, c'est à ces endroits-là que va se créer le gradient de concentration, en fait, entre le réactif et ce qui va être le limitant. Et ça va être à ces endroits-là. Je pense que c'est au niveau des seuils qu'il va falloir beaucoup plus porter attention qu'au niveau du pore en lui-même, qui au final présente justement des temps de réaction, etc., qui sont en fait plus rapides et ils sont beaucoup plus rapidement homogénéisés. Tandis que c'est vraiment dans ces seuils de pore que va se produire, et vraiment à l'interface en fait à l'interface pore-seuil, pore-canal. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment chercher, et je pense que c'est là que la modélisation va se porter le plus, je pense. Notamment pour l'impact des films. Parce que, par exemple, typiquement dans un modèle type Pore Network, il n'y a pas de prise en compte de bouchage, de diminution de la taille des seuils, par exemple. Donc peut-être serait-il intéressant de poser l'hypothèse qu'il y a une partie des particules fines qui vient boucher les seuils, en venant s'accoler dessus, et de faire une modélisation en diminuant la taille des seuils petit à petit, de façon dynamique, au cours par exemple. Donc je pense que c'est vers là que j'irai, si je devais faire quelque chose. Après, pour revenir sur la porosité, il y a une donnée que j'ai pas du tout présentée dans le manuscrit, que j'ai pas représenté ici, que j'avais fait un petit peu de façon routinière, parce que je me posais la question, c'était d'obtenir la surface de porosité en fait en mètres carrés par la méthode de la surface spécifique, voilà. Donc je l'avais obtenu, mais les échantillons étaient de beaucoup trop petite taille et je n'avais pas vraiment obtenu de variation. Mais ça m'avait conforté dans l'idée que même sur un échantillon qui avait été altéré 13 fois quand même, je n'observais pas d'évolution dans la surface spécifique en fait. Et je trouvais ça assez étonnant en un sens, et j'ai du mal à expliquer pourquoi je ne retrouvais pas une linéarité, ou au moins une évolution que j'arrivais à discriminer dans cette évolution de la surface spécifique. C'est surprenant parce que effectivement, on s'attendrait à ce que la surface spécifique évolue justement à cause de ce phénomène de dissolution. J'ai pas voilà. Après ça a été vraiment des petits échantillons en faible quantité, donc faudrait les rouvrir. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que je sais pas assez en fait. Mais contrairement au fait qu'on arrive quand même à trouver l'augmentation de la porosité à l'aide de la RMN et de la porosimétrie mercurique. Il y a quelque chose de bizarre dans la surface spécifique.
Alors, parmi l'ensemble de résultats très intéressants que vous présentez, il y en a un qui est justement la mise en évidence, la visualisation grâce au microtomo de la présence de ces particules. C'est la figure 76. Je vais mettre la version un petit peu plus propre. Vous représentez en rose les particules détachées au centre. Ma question, c'est que finalement, on voit que la matière disparue, elle apparaît quand même sur les limites de l'échantillon. Alors, c'est la figure 76, page 136 de votre manuscrit. c'est la même en fait que j'ai un peu retravaillé pour enlever le bruit qui était un petit peu fort sur l'image. Alors, c'est la même. C'est la même, mais j'ai enlevé les parties de bordure qui correspondaient en fait à un effet de soustraction que je n'ai pas le temps d'enlever. Et j'ai refait un petit peu le seuillage, notamment pour enlever la partie centrale qui correspond en fait à la soustraction des rings de porosité qui varient d'une reconstruction à l'autre et principalement aussi entre l'état sain et l'état altéré. Et donc ça crée au centre, qui est la zone où l'effet est le plus fort de la reconstruction, qui crée des fausses particules en fait. Donc là l'image est beaucoup plus réaliste au sens de la répartition des particules. Ah, d'accord, donc c'est différent de ce que vous présentez dans ça. C'est le même volume. Oui, mais son interprétation est différente. C'est la même interprétation. L'interprétation est la même, elle est juste visuellement plus propre. Mais ce qu'on voit, c'était ce que j'avais compris de cette figure 76, c'est dans cette zone bleue, la matière qui a disparu. Oui, ça, là elle est en rouge, hein. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc on retrouve les wormholes. On retrouve les figures hétérogènes, donc des wormholes qui sont ici. Mais sur les bords de l'échantillon, là. Alors ça en fait, là on est vraiment à quelques... on est à 500 microns de mémoire, je vais me couper, ouais, 500 microns de la phase de sortie de l'échantillon. Et donc c'était ça en fait qui m'a... C'est pour ça que je présente ce volume-là, parce que ce qui est étonnant, c'est que ce genre de figure hétérogène est censé se retrouver soit tout au long de l'échantillon, de l'amont vers l'aval, au cas de wormholing complet. C'est l'exemple que je montrais dans la thèse aussi au moment de la soustraction d'image. Je présentais de façon simplifiée la corrélation d'image sur un échantillon où j'avais raté en fait mon protocole et où j'obtenais un wormhole qui lui se dispersait bien de l'amont de l'échantillon vers son aval. Or là, je suis à l'aval de mon échantillon et j'observe un wormhole qui ne trouve pas sa source en amont. Et donc c'est étonnant parce que le sens d'écoulement était celui-là et théoriquement un wormhole ne peut pas se générer, à ma connaissance dans la littérature toujours pareil. Je n'ai pas trouvé d'exemple de wormhole qui s'initie à l'intérieur du volume. Donc c'est pour ça que je reste assez prudent sur les conclusions que je tire de cette observation. Il peut y avoir soit un effet que je ne maîtrise pas bien dans mon protocole d'homogénéation à cette échelle-là, puisque tout est très petit, donc peut-être qu'il y a des effets de différence de pression amont-aval que je maîtrise mal dans ce protocole qui peuvent avoir créé, lors d'une des altérations, un flux dans l'autre sens avec un flux de réactif qui aurait pu créer ce wormhole. Donc ça c'est la possibilité numéro 1. Et l'autre c'est que en fait à cette échelle, puisque là le wormhole fait je crois qu'il fait 100 microns de diamètre, donc c'est très petit en comparaison de ce que 10 à 20 microns de diamètre, ce qui est en fait très petit comme taille de wormhole, et ce qui ne se serait pas initié spontanément au sein du volume pour une raison que je maîtrise mal. Peut-être, et c'est notre troisième possibilité, c'est que le nettoyage que nous réalisons pour enlever l'acide dans ce protocole-là, nous supposons être bon, puisqu'il est bon à la grande échelle, peut-être est-il moins bon à cette échelle-là, et qu'en fait, il y a de l'acide résiduel d'un cycle à l'autre qui se réactive au moment où je viens faire le flush. Et donc peut-être que je provoque ces réactions hétérogènes qui s'initient là où il y a de l'acide, donc de façon hétérogène dans l'échantillon. Et toute la question est de savoir maintenant, est-ce que ce genre d'observation peut être réalisé en fait à l'échelle macroscopique et qui serait complètement gommé par l'effet du scanner médical qui prend vraiment une moyenne sur l'échantillon et qui ne verra jamais des choses à cette échelle-là en fait. Donc voilà, c'est un peu les questions qui ressortent de cette expérience. C'est
Y a-t-il en fait des hétérogénéités très locales, comme on peut le voir au MEB? Au MEB, après tout, les corrosion pits, c'est des figures très hétérogènes en fait localement des dissolutions. Est-ce qu'il n'y a pas à une échelle un petit peu supérieure des dissolutions plus hétérogènes qui provoquent la localisation de la déformation avec l'altération? Enfin, ça c'est une question. Voilà. C'est tout à fait plausible. Vous ayez même avec un protocole qui respecte une dégradation homogène qu'à l'échelle fine, les hétérogénéités contrôlent les dissolutions locales et puis aussi la création de chemins préférentiels ou en bande à l'échelle fine. Bah, ce qui est quand même un peu étonnant dans un régime diffusif, ça ne devrait pas arriver dans un régime diffusif en mode, dans tout ce que j'ai pu lire. Normalement, il faut quand même que la vitesse du fluide soit suffisante. Là, c'est ça qui me choque un petit peu en fait. C'est que normalement, je suis dans un état où le fluide est réactif, mais complètement. On lui applique aucune vitesse en fait. Donc, la question reste ouverte pour moi. Je sais pas. Faudrait. Vous avez une hétérogénéité de la dissolution à un endroit, vous aurez de nouvelles surfaces d'accès pour le fluide. Et ah puis, oui. À ce moment-là, vous propagez. Ah oui, donc je le propage à la deuxième altération, oui, d'accord, je vais écouler, je n'arriverai pas à saturer de la même façon un échantillon c'est possible, effectivement. Oui, effectivement. Et ça s'expliquerait par cette petite particule qu'on voit moins bien ici, mais qu'on voit très bien dans la figure de thèse, qui est l'oolite, qui est préférentiellement dissoute. Typiquement, ça c'est une zone qui a été dissoute de façon très hétérogène, et voilà. Son volume était plus important aussi, donc peut-être qu'il y avait plus d'acide. Et c'est là que j'aimerais réussir à faire un lien entre cette dissolution et la surface spécifique. J'aimerais essayer à l'aide du microtomographe, récupérer localement les valeurs de surface spécifique, quitte à en faire une approximation par des sphères, et voir si j'arrive à réobtenir cette figure de dissolution en faisant peut-être une modélisation. C'est intéressant parce que souvent les lois de dissolution contiennent la surface spécifique dans la cinétique de dissolution. C'est ça. Après, si cette surface spécifique, par exemple, il y a d'autres phénomènes mécaniques, l'écrasement de grains, etc., vous avez un couplage fort entre la chimie et la mécanique de votre système, ça c'est intéressant. Et puis, on ne peut pas être. Je passe à ma dernière remarque ou question. Il y avait je pense un résultat tout à fait intéressant que vous avez montré à la fin de votre exposé, c'est la transition du mode de rupture, fragile ductique, mais aussi de l'évolution de bandes cisaillantes vers des bandes que vous pensez être plutôt des bandes de convection et sans longueur. Oui, et aussi l'évolution de l'épaisseur de ces bandes, oui, avec les différents degrés d'altération. Alors ça c'est, je pense, un résultat tout à fait intéressant parce que il est naturel de relier l'épaisseur des bandes de localisation à un détail caractéristique d'hétérogénéité. Qu'elle soit pour le matériau sain lié à la microstructure, mais probablement ici lié à l'échelle fine, à l'hétérogénéité de la dissolution. Est-ce que j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment là-dessus, sur l'épaisseur de ces bandes compactantes, et quelle relation on peut faire avec l'éventuelle taille caractéristique d'hétérogénéité dans les processus de dissolution, qui revient en fait aussi à une hétérogénéité de la surface spécifique. Oui, c'est ça. Alors, je vais remontrer les images comme ça, ce sera plus simple. En fait, dans les résultats, il y a plusieurs choses qui m'ont étonné parce que ça allait contre le sentiment que j'aurais pu avoir en regardant le volume, par exemple, initial des roches. Typiquement, l'échantillon sain. On va y arriver. Désolé. Hop. On va partir de là. Typiquement, sur l'échantillon sain, on le voit très bien sur sa forme, sur ce à quoi il ressemble en sortie de la cellule. Il avait une très forte hétérogénéité à son échelle. Et j'ai été assez étonné lorsque j'ai fait ma reconstruction en volume, de voir qu'au final, cette hétérogénéité qui est ici présente sur un plan, bien sûr, qui se répercute sur l'intérieur du volume, n'était pas du tout prise dans la bande de cisaillement, alors que je me serais attendu à ce que, quand j'ai vu la carte de corrélation, j'avais aucune idée du volume, comment il était restitué.
Et donc je me suis dit, ah bah oui, ça correspond à l'hétérogénéité que j'avais, ça s'est initié au niveau, ça s'est condensé et initié certainement au niveau de cette hétérogénéité forte. En l'occurrence, pas du tout. J'ai pas trouvé, puisque tout simplement on n'observe pas l'initiation dans l'échantillon sain, et en plus la rupture ne prend pas du tout en compte cette hétérogénéité forte. Donc là déjà là-dessus, je suis assez étonné. Et ensuite là, on a une bande qui est très fine de cisaillement, donc ça c'est assez cohérent avec ce que j'avais pu lire. Donc pour l'échantillon sain, j'ai pas été très étonné, on va dire, parce que ça ressemblait fortement à ce que j'avais vu en uniaxial. Une bande fine qui survient sans que je sois capable de dire comment elle va arriver, et de façon soudaine. Donc sur l'échantillon sain, j'ai pas été très étonné de son mode de rupture, je m'attendais à un domaine de rupture fragile. C'est arrivé soudainement, j'ai pas pu le prévoir. Après, pour les échantillons altérés, alors, on va commencer par l'altérer 6 fois, puisque c'est par lui que j'avais commencé, chronologiquement dans ma tête. Donc l'échantillon altéré 6 fois, donc nous l'avons chargé, laissé à durer l'éternité, hein, puisque là, à chaque fois c'est 2h30, donc on a quasiment mis une semaine pour charger l'échantillon, et on se demandait où était la rupture. Parce que pour l'échantillon sain, on a chargé, et soudainement, on a eu une perte de charge. C'était très simple. Mais l'échantillon altéré 6 fois, nous arrivions tout le temps à remonter la charge. Elle ne descendait jamais de façon soudaine, c'était tout le temps quelque chose de très continu dans le temps après son chargement, et elle tenait toujours la charge lorsque nous chargions. Donc on n'arrivait pas à dire quand était la rupture. Donc on a continué à faire des steps, et on a estimé que vraiment on retombait quasiment au step d'avant en termes de tenue de la force. L'échantillon avait dû rompre, et on a arrêté à ce niveau-là. Et en fait, par l'analyse en corrélation d'image, je me suis rendu compte donc, de l'initiation très très tôt dans le chargement de cette déformation, et que principalement on retrouvait à l'étape 9 une différence majeure, alors que l'étape 8 présente très peu de différence avec l'étape 7. Et à l'étape 9, on voyait très bien la bande très large tout soudainement. Donc je suis allé voir la microstructure, et de premier abord, donc je me suis regardé la microstructure au premier abord, et je ne voyais absolument rien sur les échelles, pourtant à 5 microns de résolution, quand je regardais la microstructure. Je ne voyais rien. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ma corrélation d'image ne fonctionne pas, je vois quelque chose que je ne comprends pas, vraiment il n'y en avait pas. Et on a réalisé la soustraction d'image, en fait, entre les deux volumes de notre roche, après l'avoir recalé, selon la partie qui était supposée intacte et immobile. Et on a observé qu'il y avait de fortes déformations et un mouvement relatif entre les deux volumes. Donc, même si mes yeux ne le voyaient pas, ça existait. Et ensuite, on a réussi à obtenir donc les images que je vous ai présentées, où on voit à une échelle vraiment très très fine, on est vraiment à la limite de résolution ici de notre appareillage. On a réussi à voir donc ce qui semble être du bouchage de porosité. Alors, il peut y avoir deux cas. Il y a des cas où on a l'impression que c'est vraiment du broyage de grains qui a provoqué le remplissage de la porosité, mais il y a d'autres cas où en fait j'associe plus, c'est difficile à rendre compte ici, mais je me suis amusé à suivre des grains que j'avais parfaitement identifiés et je les ai localisés dans le volume. Et en fait je me suis rendu compte que certains grains dans le volume remontaient de parfois localement, parfois 10 à 20 microns. Donc il y avait vraiment des déplacements grain à grain très forts en fait que l'on observait dans l'échantillon, mais qui au premier abord ne sont pas visuels et qui surtout ne sont pas le déplacement de un grain n'est pas attribuable à l'ensemble du bloc dans lequel il se retrouve en fait. Et donc du coup on n'a pas ce déplacement bloc à bloc évident. C'est que des déplacements très locaux et des déformations très très locales au sein de cette bande. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que donc je n'arrive pas à identifier une microstructure qui tout initie en fait, toute interface est susceptible de provoquer des microfracturations, tout grain est susceptible de bouger, et même les ciments se fracturent. Donc tout a l'air de subir la déformation et de la localiser, mais de façon diffuse dans cette bande. Donc c'est là qu'il y a une notion un peu étrange, c'est qu'à la fois on localise dans une bande, mais en même temps dans cette bande les mécanismes sont très diffus. C'est pas quelque chose de unique comme on peut le voir sur l'échantillon altéré 3 fois déjà, qui présente une bande certes plus faible en largeur, mais bien localisée avec un mouvement bloc à bloc. L'échantillon 5 qui est lui pareil, la bande est très fine, un mouvement bloc à bloc, mais dès qu'on altère énormément, en fait, on localise, mais de façon diffuse. Voilà. Je vous remercie.
Jean, donc après les rapporteurs, après les examinateurs, la parole est libre. Merci Christian. On vient d'entendre des commentaires de rapporteurs très précis et complets, donc je ne peux pas être aussi détaillé, mais bon, tout d'abord, ce que je voudrais dire quand même, c'est que vous avez fait une présentation orale que moi j'ai trouvé très claire, et c'est très agréable de voir que voilà, vous avez présenté les choses aussi avec une grande maîtrise, et on sent bien que voilà, vous maîtrisez votre sujet, et puis avec du recul critique aussi. J'aime bien ça, il y a un recul critique dans la manière dont vous présentez les choses. Bon, ça c'est pour la présentation orale, mais pour le travail écrit, c'est vrai que c'est un travail considérable. Il y a beaucoup de méthodes expérimentales délicates qui sont utilisées, de méthodes d'observation, donc voilà, je crois qu'il faut effectivement vous féliciter pour mener un travail aussi considérable et aussi fouillé, aussi complet. Alors, quelques questions. Je voudrais poser moi, je crois que quand même, pour moi, un résultat important qui ressort bien de votre travail, c'est que, bon, après altération, donc il y a une microfissuration qui apparaît et que c'est je crois, le résultat plus net, plus intéressant pour moi de votre travail. Alors moi je le comprends un peu, mais ça c'est peut-être un peu rudimentaire, je le comprends un peu comme une sorte d'altération qui arriverait surtout aux joints, au contact des grains, et surtout proche des micropores. Alors, c'est bien. Bon alors, du coup, je vais poser la question, et vous venez d'en débattre avec Jean Sudem, il me pose quand même la question. Du coup, je m'attendais à ce que, bon, la question que vous me posez, c'est, bon, si c'est ça, il faudrait essayer de regarder comment évolue la surface des pores, quoi. Donc, d'où la question de BET que je vous ai posée, et vous venez d'y répondre un petit peu en discutant avec Jean Sudem, et si j'ai bien compris, vous avez fait, enfin, j'ai réalisé vous avez fait des essais, mais ça ne nous a pas donné du tout de résultat. Je pense qu'il faudrait les refaire en y attribuant vraiment une carotte entière, qu'on morcelle complètement, et on fait une trentaine de mesures de VET, je pense. Parce que là, j'étais vraiment, j'avais en tout, j'avais peut-être 8 échantillons en tout, à différents niveaux d'altération, donc c'était vraiment trop peu. Et je l'avais fait en tout début de thèse, et puis après, c'est vrai que je suis jamais revenu sur cette idée, alors que j'aurais peut-être dû la creuser un peu plus. C'est vrai que en discutant avec vous, ça me semble... dit, mais ça vaudrait le coup, quoi, d'essayer de... Parce que si vos résultats sont assez clairs, l'interprétation, si on veut la consolider, c'est le genre d'observation qui pourrait la consolider, me semble-t-il. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment coupler les deux méthodes que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire faire sur un macro-échantillon de la RMN, avec ce principe d'eau lourde et d'eau pas lourde qui rentre ou pas dans la microporosité, pour réellement obtenir donc, déjà une vraie quantification des deux apports, microporosité, macroporosité. Ensuite, réaliser cette RMN avec l'altération, voir si on a un décalage des pics ou pas sur un même bloc, ça c'est essentiel. Parce que je pense, je ne l'ai pas beaucoup précisé ici, mais c'est ce que montrait mon travail écrit, c'était surtout que notre problème dans notre changement d'échelle, c'était nos échantillons fils, qui sont de beaucoup plus petite taille, et qui sont vraiment sujets aux hétérogénéités des carbonates, et qui m'empêchent systématiquement de conclure sur la porosimétrie mercure, l'évolution des tailles de seuil de pore, ou les évolutions de la RMN. Et donc vraiment pour pallier à ça, il faut faire cette méthode de RMN sur un macro-échantillon, où là tout sera bien sûr et bien net, et coupler ça à une méthode de BET. Clairement, je pense que maintenant, après discussion, ça me semble assez net. Il faut que je recommence dans cette voie, je pense. C'est un complément, quoi. Ça donnera un complément intéressant. Maintenant que vous êtes arrivé à ce résultat, ça suggère ça comme c'est ça. Et puis, je t'ai dit aussi, une autre méthode qui peut être sensible à l'évolution d'une fissuration qui apparaîtrait, on le sait bien, c'est la vitesse des ondes. Alors vous montrez des variations de modules élastiques qui sont assez claires, donc qui sont quand même obtenues pour des amplitudes de déformation plus importantes, quoi. Vous êtes prudent là sur les amplitudes de déformation, mais on sent bien quand même que les amplitudes de déformation sont assez importantes, mais les vitesses des ondes élastiques correspondent à des amplitudes très faibles,
elles sont très sensibles aussi à la micro-distillation. Alors, est-ce que vous avez, bon, vous avez fait beaucoup de choses, c'est pas du tout une critique, mais est-ce que vous avez essayé, pensé, ou bien non, c'était hors champ? Alors, en fait, il y a une partie de ce travail qui a été réalisée par Minchuan, qui a travaillé sur le même protocole que moi, et qui lui a cherché à développer un modèle d'homogénéisation pour intégrer la microporosité dans le signal mécanique. Et il a réalisé lui des essais en vitesse d'onde P, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et, là comme ça je ne connais pas ces résultats précisément. Donc il y a une partie, c'est ce qui est mené par Elisabeth Bemer à l'IFP. Mais effectivement dans le cadre de ma thèse, ça aurait pu être un complément intéressant, mais ça commence à faire beaucoup. Oui, non, mais c'est pas mais je me dis, vu la conclusion à laquelle vous arrivez sur la micro-dissipation, et le BET et les vitesses des ondes me paraissaient un peu deux moyens assez fort quoi, pour compléter et justifier et consolider votre interprétation. J'ai peur que les vitesses d'onde, je sais pas si la fréquence des vitesses d'onde nous permettrait d'atteindre ce niveau en fait de microfracturation. Je me rends mal compte en fait. Si vous avez une filtration, vous êtes dans l'urban, qui sont bien plus grandes, je pense que ça va. Oui, ça ira en fait. Non, le problème n'est pas là. C'est une autre méthode, différente, mais quand même très sensible à la situation. Donc, dans notre cas, ça me paraîtrait peut-être assez pertinent. Et en plus, c'est complètement indépendant du BET. Oui. Et alors, voilà, c'est pour les manips, disons, mais du point de vue de l'interprétation, je me disais qu'il y a des choses aussi. Des choses intéressantes, parce que finalement, vous voyez une variation dynamique de module élastique, vous voyez une diminution de la résistance mécanique, vous voyez apparaître des bandes de compaction. Bon. Et le fait que vous suggériez d'accueillir une solution de microfracturation au joint de grain, finalement, qui se fait, c'est une sorte de décohésion des grains. Oui, alors je pense que cette décohésion se fait à deux niveaux. Le plus petit niveau, ça va être la décohésion des grains de nitrite. Si je reprends, si je schématise rapidement à l'aide d'une figure, vous l'avez dans le rapport en fait, je suis là. Il y a une figure MEB, c'est la figure. Voilà, disons la figure 51. 51B qui présente 51B et D. On voit très bien, je sais plus où c'est dans mon PowerPoint, la microstructure. On voit très bien comment s'agence la microporosité en fait. Voilà, vous êtes là, le D par exemple. On voit très bien comment s'agence la microstructure par rapport à un ciment syntaxal qui est juste à côté, qui lui est parfaitement uniforme. Et ces grains, parce que ça forme en fait les zoolites, elles sont quand même cohésifs ces zoolites à la base. Donc il y a vraiment cette nitrite qui est quand même reliée grain à grain par des ponts, certainement des liaisons chimiques que je n'image pas. Et c'est à mon avis ce lien entre les grains de nitrite que l'on vient casser avec la dissolution. Et c'est celle qui provoque, à mon sens, la fragilisation des interfaces. Mais je ne pense pas que je dissole principalement les interfaces dans l'interprétation que j'en fais. Pour moi, toute l'oolite est infectée, mais la traduction mécanique va se faire à l'interface avec les autres éléments. C'est à l'endroit où il va y avoir la friction. Il y a quand même une cimentation à l'interface qui est supprimée. Oui, voilà, ça c'est certain aussi. Alors moi, ça me faisait penser à un mode granulaire, quoi. Alors, on est en train de développer quelque chose qui est, alors je disais, du point de vue de l'interprétation, aussi bien des modules élastiques que des bandes de compaction, serait intéressant de réfléchir aussi en termes de modèle granulaire. Bon, le premier modèle qui me vient à l'esprit, là, c'est le modèle classique de Digby, qui est un modèle dans lequel il cherche à expliquer justement comment un modèle granulaire avec une cimentation, finalement, peut rendre compte de variations modules élastiques. Et puis, donc pour les variations modules élastiques, je pense que ça peut être très intéressant. À mon avis, c'est le premier modèle qui vient, enfin moi qui me vient à l'esprit en tout cas, et qu'on pourrait peut-être quantifier. Et puis, du point de vue de la compaction aussi, des bandes de compaction, c'est peut-être intéressant aussi parce que finalement, si je compare avec les résultats sur les grès que je connais un peu mieux, enfin ce qu'a fait Jérôme Vorta sur les grès et Jerry Colonel, où finalement
il peut apparaître, alors c'est évidemment différent, mais il peut apparaître à partir d'un certain niveau de pression contrainte, donc une décohésion des grains aussi, et par fragmentation des grains. Donc ici, c'est pas une même processus, mais c'est quand même une décohésion qui intervient. Et en fait, dans les grès, la bande de compaction apparaît parce qu'il y a effondrement des pores liés à des décohésions des grains. Oui. Ou la fragmentation. Et ici, c'est intéressant de voir que dans les calcaires dans lesquels on a du mal à faire apparaître des bandes de compaction, il semble-t-il, vous arrivez mieux quand vous mettez en place une sorte de décohésion des grains. Et donc, on retombe un peu sur un modèle, avec des processus différents, mais sur un modèle granulaire. Donc, je pense que du point de vue de la valorisation, de l'interprétation de résultats, vous auriez peut-être aussi quelque chose, en fait, vous pourriez tirer parti. Le problème, ce qui m'ennuie un peu dans les modèles granulaires de façon générale, c'est que en général, on associe deux sphères, auxquelles on associe une propriété. Et dans le modèle le plus simple. Dans le modèle le plus simple, on associe deux sphères et on les relie par un ciment, chacun ayant sa propriété. Là, le souci qu'on on rencontre, c'est que il n'y a pas vraiment de ciment en fait entre mes grains. Il est rare dans le cas du labour au grain, par exemple, qui n'est pas constant dans tout le même volume. Et il y a aussi la microfracturation entre deux zoolithes microporeuses. Et donc là, il n'y a qu'une phase en fait, il n'y a que la microporosité. Et qui pourtant, à l'interface, va... donc, il y a une limite au modèle, je pense, et il va falloir... ah oui, non, mais il faudrait sans doute spécifier un peu le modèle, parce que c'est pas des grains de quartz qui sont... Voilà, c'est ça. C'est plus compliqué. Mais le résultat suggère quand même quelque chose de ce rapport-là. Donc c'est intéressant. Bon, voilà, en tout cas, nos travaux, pour une sollicitation. Bien, merci. Alors, dans votre thèse, vous avez eu la chance d'avoir 4 encadrants. Et donc là, maintenant, on va passer en revue les différents encadrants et on va commencer par l'Australie. On va commencer par l'Australie. Alors, je vais voir si on arrive à le joindre.